Le but, c'est aussi de pouvoir enregistrer ces vidéos pour les remettre sur YouTube. A priori, je devrais pas avoir trop de problèmes de droit, encore que j'ai trouvé sur une de mes vidéos YouTube, c'est quand même assez fort. On m'a réclamé des droits d'auteur pour une bande de son sur une de mes vidéos qui était silencieuse. C'est bon, c'est incroyable. On a réussi à mettre des droits d'auteur sur du silence. Bon, on vit dans un monde merveilleux. Voilà, voilà. Ah, sinon, je fais que râler, mais ça va de ton côté? C'est quoi ma chaîne YouTube? Ah, bah attends, je vais te donner le lien. Comme ça, tu auras accès au replay et aussi à mes superbes vidéos de chats. Hop, alors. Est-ce qu'un lien comme ça marche? Voilà. Hop. Voilà. Oui, je mélange un peu tout. Pour l'instant, j'ai pas fait de playlist. Faudrait que je fasse une playlist des cours. Voilà. Ce sera quand même plus pratique et plus fiable que de regarder les replays directement sur Twitch. Voilà. Ok. Bien, bien, bien. Donc, du coup, pour en revenir à notre sujet, hop, t'as gagné un abonné, merci. Voilà. Donc, pour en revenir à notre sujet, la dernière fois, je me suis aperçu que j'étais allé un peu vite sur certaines choses, un peu un problème de pédagogie, notamment sur tout ce qui était imbrication des concepts qu'on venait de voir. Effectivement, j'avais montré rapidement une structure qui s'appelle le if then else, et lors du dernier cours, ben, j'avais imbriqué les if then else sans expliquer, sans m'attarder dessus. Alors ça peut paraître naturel, mais ça l'est pas forcément pour tous, donc je vais reprendre calmement ce concept et l'illustrer un petit peu plus. Alors, je reprends donc le cours 2. Hop. Je bascule en mode 2. Je charge le programme nombre. Je fais liste. Et là, c'est là qu'il y a une ligne, la ligne 60, qui est un petit peu plus compliquée à comprendre. D'ailleurs, je vais faire un truc. Je vais faire cls2.list 60, comme ça on va afficher que cette ligne. C'est là que ça va être plus facile à lire. Donc, quand on fait un if then else, si alors sinon, on a la possibilité dans le then de remettre un autre if. Donc ça veut tout simplement dire, si j'ai vérifié une première condition, alors seulement je vais vérifier une autre condition, et ainsi de suite, et imbriquer. Donc le souci c'est qu'en basique, on écrit tout sur des lignes en fait. Et donc forcément quand on imbrique des if then else, sur une seule ligne, ça peut devenir rapidement illisible, et puis on est aussi contraint par autre chose, c'est que la longueur d'une ligne basique, elle ne dépassera pas sur un Amstrad CPC 255 caractères. Donc, à un moment donné, vous ne pourrez pas imbriquer indéfiniment vos if then else. Alors, du coup, c'est pas forcément une pratique à encourager. Donc là, si on regarde bien cet exemple-là, j'espère que l'intervention de mes chats ne vous dérange pas. Enfin, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc là, on voit bien que le test qui était fait, donc je vous rappelle, c'était un jeu de type deviner un nombre entre 0 et 100. Et donc en fait, toute la logique du jeu, elle est là. Si la réponse est égale au nombre qu'on a tiré au hasard, alors on affiche bravo, tu as gagné en nombre de coups. Et j'affiche des espaces pour effacer les affichages précédents.
Je me suis amusé à le refaire en Python Lexo, j'ai vu, je suis en phase d'apprentissage de ce langage. Une très bonne initiative, hein. Le Python est très à la mode comme langage. C'est pas forcément le langage que j'ai préféré, mais bon, il est quand même pas mal. En tout cas, il a des intérêts pour pas mal de choses. Et donc ensuite, je vais à la ligne 80 qui permet de poser dans le programme la question de voulez-vous rejouer ou pas. Et donc, si la réponse n'est pas égale au nombre, donc sinon, je fais si réponse est plus grande au nombre que le nombre tiré au hasard, alors, toujours donc locate 5,9, donc positionne le curseur à la 5e colonne, à la 9e ligne, non trop grand, et sinon, bah, vu que c'est ni égal ni plus grand, eh ben, c'est que c'est forcément trop petit. Voilà. Donc c'est vraiment un truc tout simple. J'aurais très bien pu écrire ça en 3 lignes aussi, hein. Et ça aurait été certainement plus lisible d'ailleurs. Là c'est un peu mea culpa, je me suis un peu emberlificoté, on va dire, au niveau pédagogie. Mais bon, voilà. C'est vrai que ça aurait été certainement plus pratique de faire une ligne 70 vérifiant directement if réponse supérieure à nombre et une troisième ligne if réponse inférieure à nombre. Bon, après, c'est comme ça. Il y a d'autres qui vous diront oui, mais c'est pas très intelligent de ne pas vérifier d'abord si la réponse est égale au nombre et ensuite de refaire ces tests-là pour rien. Bon, c'est comme ça. Quoique là encore, quand on fait le premier test, c'est assez optimisé vu qu'on fait un GoTo 80, on sort. Bon, ça paraît assez logique. Voilà. Bon, en soi, voilà. Mais en tout cas, voilà. Là, au moins, comme ça, j'ai montré l'imbrication d'un if then else. C'est pas forcément donc idéal à cause de l'imitation qu'on trouve dans le langage basique, le fait que ce soit limité à une seule ligne. Il faut savoir que dans d'autres langages, on peut écrire un if, then, else sur toutes les lignes qu'on veut. On peut faire tout un énorme programme avec plein de if, then, else tous imbriqués. Et l'avantage, c'est que sur ces langages-là, on peut faire ce qu'on appelle de l'indentation. C'est un concept qui n'existait pas en 1964 quand on a écrit les premiers langages basiques. Maintenant, sur à peu près tous les langages, on peut le faire, y compris même du Visual Basic de Microsoft. Vous pouvez faire une belle indentation et rendre votre code source beaucoup plus lisible. D'ailleurs, à propos de lisibilité, j'en profite pour montrer un petit truc. C'est en fait, il y a sous WinApe, il y a une fonction intéressante qui est on fait show assembler et ensuite je fais file read basic et là vous allez voir j'active voilà et là je vous montre l'éditeur donc de WinApe qui permet de récupérer le source basique du programme qui est actuellement en mémoire. Donc vous voyez que là déjà le source il est beaucoup plus facile à lire comme ça. On constate par contre un petit truc, une petite particularité dans le basique du CPC, c'est que vous voyez ici, il a écrit tu as gagne accolade ouvrante. Bon, ça c'est un des petits aléas sur Amstrad. La gestion AZERTY QWERTY est très particulière, donc il y a des petits trucs comme ça à savoir. Si j'avais tapé un U avec un accent sur mon émulateur Amstrad réglé en français, ben là quand j'aurais fait read basique, ça m'aurait mis un pipe, une barre verticale à la place. Bon, c'est un truc à savoir. Moi, ça m'a fait perdre pas mal de temps au début, et puis bon, après, on s'adapte. C'est comme ça. Il faut savoir que la plupart des outils que vous allez trouver sur Amstrad pour aider à programmer sont plutôt orientés assembleur. Il n'y a pas tant que ça de choses qui sont là pour vous aider pour le basique. Et du coup, bah, très souvent, s'il y a des bugs, vous pouvez être certain que ça va surtout concerner le basique. Voilà. Mais bon, les choses sont en train de s'améliorer quand même. Voilà.
Donc là, ce programme, là, cet éditeur, il vous permet de récupérer le basique, mais par contre, il vous permettra pas de le réinjecter directement dans l'émulateur. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ça permet quand même déjà de pas mal simplifier la lecture d'un programme. Et on verra plus tard d'autres outils qui permettent de faire encore mieux que ça. Très bien. Donc je vous disais qu'on peut imbriquer des boucles et on va voir que, enfin des structures de basique comme le is and else, et donc on va voir qu'on peut aussi imbriquer des boucles, ce qui est beaucoup plus intéressant puisque les boucles, elles, par contre, on peut les écrire sur autant de lignes que l'on veut. Donc du coup je bascule sur la disquette cours 4, cours 3, hein, pas plus vite que la musique. Hop. Alors, je masque ça. Hop. Et donc, je vais faire un petit reset. Voilà. Et donc, mon idée maintenant, c'est de faire une illustration du fait que l'on peut, par exemple, afficher plein de choses comme ça à l'écran sur 25 lignes et 80 colonnes. Donc, mon idée, c'est de faire une première boucle qui va faire simplement afficher des caractères comme ça. À la limite, on va pas s'embêter, on va afficher tout le temps le même. Mais on va l'afficher comme ça, un caractère l'un après l'autre, comme ça, en décalant, comme je vous l'ai montré avec locate. Bon, c'est un exemple pédagogique, ça sert pas forcément à grand chose, parce que voilà, vous pouvez très bien faire ça de plein de manières différentes. Mon but pour moi, c'est vraiment de vous illustrer que on peut imbriquer des boucles. Donc, du coup, je commence par toujours un premier commentaire, imbrication de boucles fort. 20 une boucle sur les Y, sur les lignes. Donc là, je vais me les réserver pour plus tard. Et je vais faire 50 boucles sur les colonnes. Donc je vais faire les lignes, je vais dire qu'il y a un Y ligne qui vaut 1. Alors, je fais exprès d'initialiser comme ça la variable en ligne 30. C'est pour avoir à ma disposition la variable de manière à ce qu'elle soit initialisée à 1. Vous allez voir où je veux en venir. 60 for x ligne est égal à 1 to 80. 70 locate x ligne. Rappel, je mets % pour bien indiquer que c'est une variable de type entier. Pour x ligne est égal à non, locate x ligne virgule y ligne, et je fais print. Et là, on va mettre un petit caractère. Hop, voilà, un petit caractère comme ça. Et je mets un point virgule pour éviter que ça indique un retour à la ligne. Bon. Alors, ensuite, je fais un 80 next ligne, x ligne. Donc là, je refais un list pour bien montrer. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma première boucle qui affiche une colonne. Si je fais run, et hop, ça a affiché une ligne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre boucle qui va augmenter y ligne. Donc à la place de 30, y ligne égale 1, je vais faire
30. Alors, attendez. On va faire les choses calmement. 30 for y ligne égale tout 25. Tout simplement. Et ensuite, en 90, je vais faire next y ligne. Je fais liste pour afficher le programme. Là, j'aurais très bien pu aussi faire un next x ligne virgule y ligne. C'est une question de goût. Moi, personnellement, je préfère avoir deux next distincts, mais bon, c'est une affaire de goût. Et donc, on peut voir que on fait une boucle for, et la première chose que fait cette boucle for sur y ligne, c'est refaire une boucle for sur x ligne. Et là, si je fais run, hop, vous voyez, on est en train de remplir l'écran. Et donc ensuite, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des imbrications comme ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Il faut simplement réfléchir à décomposer son programme et se dire, bon ben voilà, si je masque simplement cette ligne-là, la ligne 60, la ligne 70 et la ligne 80, je peux me dire, ben en fait, là tout ce que je fais, c'est afficher une ligne entière de dièse, c'est tout. Bonjour, c'est Lorenzero. Alors, pourquoi c'est toujours en test de stream avec OBS mes lives? Ah ben alors ça veut tout simplement dire que j'ai pas renommé correctement mes choses. Alors attends, je vais voir si je peux régler ça. Parce qu'effectivement, c'est un peu dommage d'appeler ces streams des tests alors qu'ils n'en sont plus. Bon. Alors, comment je fais ça? Bonne question. Ouais, bon, mais en tout cas, merci, ce Lorenzero, de me l'avoir dit. Je vais essayer de régler ça pour la prochaine fois. La semaine dernière, je me suis déjà fait. Alors, ah oui, c'est dommage, effectivement. Bon, par contre, au cas où je recolle le lien, j'ai les replays de. C'est vrai que c'est un peu dommage. Hop, voilà. Hop. Et puis, tant qu'à faire, je reposte le lien vers ACPCME. Là, c'est vraiment le manuel qui me sert de référence voilà, pour ce cours. Donc là, vraiment, je vous ai fait donc l'aspect imbrication de boucles. Vous pourriez utiliser des boucles for, des boucles while when, il n'y a aucun souci. Même imbriquer des systèmes de goto les uns dans les autres, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de s'assurer que le programme reste quand même lisible. Donc, c'est pour ça que quand on peut, on utilise des boucles for plutôt que des savants mélanges de goto et de gosub. Et puis voilà. Après, avec ça, vous avez les moyens de vraiment faire un programme assez structuré et qui reste lisible malgré tout. Voilà. Donc, maintenant, on va s'attaquer à un autre programme. Hop. Je reviens sur les moniteurs. Mode 2. Donc, maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est parce que là, ça fait depuis le début qu'on travaille soit en mode 0, en mode 2, soit en mode 1 sur l'Amstrad, et on travaille toujours en fond bleu et écriture jaune. Alors moi personnellement, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Hein. J'ai beaucoup travaillé avec ces couleurs-là sur Amstrad. La première fois que j'ai débarqué sur Unix à la fac, je m'étais amusé à remettre ces couleurs de terminaux. Il y avait plein de gens qui disaient «Ah, quelle horreur! Remets-nous du noir et du vert, ou du noir et du blanc ou du gris. Ne mets pas ces couleurs horribles.» Moi, personnellement, je les aime beaucoup. Et bon, c'est comme ça. Quand on est sur Amstrad, on aime les couleurs vives. C'est comme ça. Et donc, du coup, je vais vous montrer la palette.
Donc, je vous fais une petite illustration du programme. Donc en fait, l'Amstrad, en sa première édition, les CPC Old, ils avaient la possibilité d'afficher 27 couleurs. Et ces 27 couleurs, c'était pas forcément 27 couleurs en même temps. C'était ce qu'on appelle leur palette. Et hormis de la bidouille en assembleur, on ne pouvait pas afficher toutes ces couleurs en même temps. Il y avait des contraintes comme ça. Donc là, quand on est comme actuellement en mode 2, on ne peut afficher que deux couleurs, la couleur de fond et la couleur du texte. C'est très pratique pour travailler, parce que ça permet d'avoir, grâce à cela, 80 caractères de large sur 25 de haut, ce qui était très bien pour les standards de l'époque. Il y avait des ordinateurs de l'époque de l'Amstrad qui ne disposaient pas d'une telle résolution. Donc l'Amstrad pour ça a eu un gros intérêt au niveau professionnel parce que voilà, il permettait vraiment de travailler plus simplement. Et c'est clair que quand on édite du source basique, c'est beaucoup plus pratique de se mettre en mode 2. Par contre, quand il s'agit d'avoir un peu plus de couleurs, il vaut mieux baisser la résolution. Donc pour ça, il y a le mode 1, c'est celui qu'on a par défaut au démarrage. Donc, si je me mets en mode 1, vous voyez de suite les caractères sont beaucoup plus gros et on ne peut plus en mettre que 40 par ligne. Mais par contre, grâce à cela, on dispose de 4 couleurs utilisables en même temps, ce qui est déjà mieux. À l'heure actuelle, voilà, souvent le mode 1 il est utilisé dans les jeux qu'on appelait les spéciports. Bon, entre grosses mailles, parce que bien entendu, quand vous connaissez un peu le sujet, vous savez qu'il y a aussi des spéciports qui sont en mode 0. Spéciport, ça veut avant tout dire, je prends un jeu de Spectrum et je le transpose sur l'Amstrad. Et bon, en fait, parfois pour le transposer sur Amstrad, on lui change quand même un petit peu son affichage graphique pour changer un peu et le rendre un peu plus agréable à l'œil. Et donc du coup, il y a donc ce qu'on appelle le mode 0. Alors là, le mode 0, on divise encore par 2 le nombre de caractères qu'on peut afficher par ligne. Là, on ne peut en afficher plus que 20. Vous voyez, ça affiche de très grosses lettres. Mais là, par contre, on dispose de 16 couleurs. Donc du coup, 16 couleurs, ça commence à être intéressant. On peut faire pas mal de choses dans 16 couleurs, mais par contre, on n'a plus que 20 caractères de large. C'est pas beaucoup. Donc effectivement, si je liste un programme en mode 0, vous voyez, c'est inutilisable. On peut pas coder avec un truc aussi. En plus, je vois que j'ai écrit quand j'étais enrhumé, j'ai parlé de l'illustration de la balette. Bon, au moins, ça me permet de faire un petit peu d'humour. Donc là, je vous affiche en ce moment la palette de l'Amstrad que j'ai récupérée sur le site CPC Power. Donc du coup, vous voyez, on a quand même pas mal de couleurs vives. On a beaucoup de niveaux de vert. On a aussi des couleurs pastel. Après, les fans du C64 vous diront, ouais, c'est nul, vous avez du noir, du blanc et du gris. Vous n'avez pas plusieurs niveaux de gris. C'est vrai que voilà, quand vous êtes sur C64, vous avez de la chance, vous avez beaucoup de couleurs pastel, vous avez beaucoup de gris, mais par contre, vous n'avez pas de rouge. Voilà. Bref, donc voilà la palette de l'Amstrad. Et donc, plutôt que les afficher simplement sur une image, je vous fais Run. Hop, alors attendez. Hop, je vais simplement arrêter ce programme. Je vais faire un petit CLS. Je fais Run. Voilà. Donc là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affiché le noir en fond d'écran et en bordure. Oui, parce que l'Amstrad, c'était un ordinateur particulier à l'époque et il avait des bordures à l'écran qui permettaient du coup d'afficher sur une zone plus restreinte sur le moniteur et ainsi avoir une meilleure résolution. C'est un drôle de compromis, mais c'est vrai que si vous aviez affiché sur un écran plus large sur l'Amstrad, vous auriez eu des pixels énormes.
Et après, je pense qu'il y avait aussi des petites contraintes électroniques. Le fait de réduire l'écran permettait aussi de gérer plus facilement le balayage avec une puce un poil moins rapide. Mais bref, ce sont des considérations qui sont largement au-delà de l'objet de ce cours. Donc là maintenant je vous montre les couleurs suivantes. Donc là on retrouve la couleur 1 ici, qu'on voit dans la palette. Si on passe à la couleur 2, vous voyez qu'on passe à un bleu plus clair, un marron, un rouge marron foncé. Voilà, ensuite couleur 5, couleur 4, une sorte de mauve, là, encore un autre mauve. Du rouge, le vrai rouge Amstrad, celui que même Ferrari nous envie. Encore une sorte de mauve. Voilà. Donc vous voyez, on peut vraiment passer toutes ces couleurs comme ça avec ce petit programme qu'on va regarder ensemble ensuite. Bon, forcément, quand on écrit jaune sur jaune, c'est pas terrible. Donc maintenant, on va voir ensemble ce programme. Donc, comme je vous ai dit, je fais un parcours de la palette et on fait un parcours de la palette de 0 à 26. Et là, la première instruction que je fais, c'est Border Index Palette. Donc en fait, c'est ça, la commande Border vous permet de modifier le bord. Donc là, si je fais par exemple Border 6, oui, là je suis pas en train d'éditer le programme, hein, je suis en train de taper une instruction, donc c'est pas parce que je suis sur le niveau de la ligne que c'est... Voilà. Voilà. Là, ben, vous voyez, j'ai mis en bordure la couleur 6. Voilà. Et il y a même un truc particulier qu'on peut faire dans Border, c'est de mettre deux couleurs. On peut faire Border 6,2 par exemple. Oh, c'est génial, ça clignote. Bon, c'est une horreur. On va faire un Border 0 et là on met du noir. Voilà. Donc les couleurs clignotantes, franchement, vaut mieux éviter. C'est nul, c'est vraiment ignoble, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, je raffiche la liste pour que ce soit plus lisible. La deuxième chose que je fais dans ce programme, c'est faire ink 0,index palette. Alors ink, voilà, c'est la notion d'encre. Vous pouvez afficher, suivant le mode que vous utilisez, un certain nombre d'encres. Voilà. Donc en mode 0, vous pouvez en afficher 16, les encres de 0 à 15. Et donc par défaut, votre fond d'écran, quand vous démarrez sur la zone affichable, modifiable par le CPC, sur laquelle vous pouvez afficher du texte, eh ben, elle utilise pour le fond l'encre 0. Et donc forcément, si vous faites ink 0,0, je fais entrer, vous voyez, vous basculez le fond en couleur noire. Si je fais ink 0,1, ben là je repasse dans le bleu Amstrad. Voilà. Donc c'est comme ça que du coup j'arrive à faire, grâce à ces deux instructions, à faire en sorte que le fond et la bordure aient la même couleur. Ensuite, il y a aussi là aussi la possibilité de changer, de dire ben non, finalement je veux que le fond n'utilise pas l'encre 0, mais par exemple je veux que ça utilise l'encre 3. Alors pour ça, du coup, je vais basculer en mode 0 et je dis, parce qu'en mode 2 ça n'aurait pas été très pertinent, je dis que par exemple on va utiliser le Piper 3. Voilà. Et là, ben, ça y est, on a dit maintenant le fond va utiliser dans mon écriture le Paper 3. Mais vous voyez, du coup, ça n'affecte que ce que vous êtes en train d'écrire. Et là, si je fais par exemple CLS, voilà, là, tout le fond d'écran c'est mis à l'encre, à utiliser le papier que j'ai indiqué, le Paper 3. Et le Paper 3, ben, l'encre qu'il utilisait par défaut, c'était
l'encre 6. Et si je fais par exemple ink 3, mettons 16. Alors non, on va éviter le 16 parce qu'un fond rose pour du vert, c'est pas le top. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, si je fais ink 3,10, bon bah là on passe sur cette espèce de gris turquoise bizarroïde. Voilà. Ensuite, si je veux modifier la couleur de l'écriture, ben, c'est avec la commande de pen aussi. On peut dire je veux que j'utilise une autre encre, donc un autre stylo. Donc du coup, là maintenant, je vais faire pen 2. Et là, maintenant, au lieu d'utiliser le stylo 1 par défaut, je vais utiliser le stylo 2. Donc là, si je fais ink 2, mettons 6, vous voyez là, instantanément, l'écriture passe pour le pen 2 à rouge. Alors du coup, avec ces commandes ink, pen, paper, on peut faire ce qu'on appelle des rotations de palette. Donc du coup, on peut, en changeant les encres, créer des petites animations comme ça, ou des petits effets. Bon, après en mode texte, c'est pas forcément hyper intéressant. Vous pouvez faire évoluer, par exemple, les lettres d'un message au niveau de couleur. Ça sera beaucoup plus intéressant quand on verra les instructions graphiques. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité de lancer les disquettes des Amstrad euh, sur le CPC 6128, mais il y avait justement un exemple de rotation de palette où on traçait des traits comme ça de 4 couleurs différentes. Et ensuite, en changeant les encres, on donnait l'illusion que les traits s'animaient. Bon, c'est un petit truc, la fameuse pomme. Ah, ah oui, tu estimes que le dessin ressemblait à une pomme. Oui, alors, assez vaguement, je dirais, mais bon. Voilà. Bon, alors du coup, je vais rebasculer en mode 2. Et je vais faire ink 0,2 paper 0 pen 1. Voilà. Et je vais faire plutôt ink 0,1. C'est mieux. Voilà. Donc du coup, là on a vu assez rapidement les couleurs. On aura l'occasion de s'y repencher un peu plus dessus, histoire d'en profiter un peu plus. Je vais confondre avec l'intro de Fruity-Frank. Oui, effectivement, l'intro de Fruity-Frank, c'était plus une pomme et ça faisait un bel exemple de rotation de palette. Si je retrouve le programme qui faisait ça, j'avais tapé il y a longtemps un programme qui faisait une spirale à l'écran. Donc ça prenait un temps fou à dessiner, mais elle était très belle. Et une fois elle était dessinée, ben, la rotation de palette faisait tourner la spirale. C'était très joli. Il faudrait que je retrouve ce programme. Ou sinon je le referai, mais bon, tant pis. Alors, maintenant, euh, j'aurai l'occasion de revenir sur ce programme, sur les couleurs et les encres. Maintenant, je vous avais dit la dernière fois qu'on allait faire un jeu, donc je continue sur ma lancée. Donc je vous avais dit qu'on allait même faire un jeu avec un défilement. Donc ça y est, on s'y met. Donc la dernière fois, on avait vu que on pouvait tirer des nombres aléatoires, enfin pseudo-aléatoires sur un Amstrad CPC. Donc vous reconnaissez l'instruction randomize time. Vous voyez qu'on va basculer en mode 0 et on va utiliser donc les commandes d'encre qu'on vient de voir. Je définis des variables, max stars, donc c'est un nombre maximum d'étoiles. Qu'est-ce que je vais faire avec ces étoiles? Je dis que la largeur d'écran est de 20. Comme vous avez vu tout à l'heure, en mode 0, on peut afficher 20 caractères sur toute la largeur. Je définis une variable qui s'appelle xrocket et qui vaut largeur d'écran sur 2. On
peut supposer que je vais positionner au milieu de l'écran, au milieu de la largeur en tout cas, une fusée. Ça paraît un peu logique. Et donc ensuite, ben, tout ce que je fais là, c'est que j'utilise l'instruction CLS qui sert à effacer l'écran. J'aurais pu m'en passer parce que vu que j'ai fait un mode 0, j'ai déjà effacé l'écran. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, je fais un go sub 100. Et là, je vois que mon commentaire dit génère Starfield random. Bon. Et là, vous voyez, la première chose que je fais, c'est que je génère une ligne. Donc je remplis une variable ligne $. Donc dollar, rappel, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Et là, en plus, j'utilise une nouvelle fonction qu'on n'a pas vue encore, ce qui s'appelle string $. Donc du moment qu'il y a $, dans le nom de la fonction, vous êtes sûr que ça vous renvoie une chaîne de caractères. Et je dis qu'elle doit faire largeur écran, virgule, espace. Donc là, ça veut tout simplement dire que ma chaîne de caractères contenue dans ligne va faire, là, pour le moment, 20 caractères de longueur, et ces caractères-là seront des espaces. Voilà. Alors vous allez me dire, pourquoi j'ai pas utilisé ça tout à l'heure, quand j'ai imbriqué des boucles for, j'aurais pu, à la place de faire un for pour afficher X caractères, j'aurais pu faire un string 80, dièse. Bon, il s'agissait d'un exemple. Hein. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ma ligne avec des espaces, vous voyez que là, maintenant, je fais nb star reçoit rnd fois max star %. Alors, vous vous souvenez que rnd, c'est la fonction pour avoir un nombre pseudo-aléatoire entre 0 et 1, mais un nombre réel. Vous savez, un nombre à virgule, donc 0,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec un certain nombre de décimales après la virgule. Et ensuite, vous voyez que je le multiplie par max star. Et max star, moi, je dis que ça valait 2. Et donc, vous voyez, en fait, comme j'affecte ce nombre à une variable entière, ben, mon nombre à virgule multiplié par 2, eh ben, il va être arrondi de toute façon à un nombre entier. Et donc là, tout ce que je fais, c'est de dire, bon, ben, je veux aller de 1 à nombre d'étoiles. Et donc, du coup, si jamais, par exemple, j'ai dit que, ben, avec l'arrondi, j'ai carrément 0 étoile, bah, c'est pas de problème, ça veut tout simplement dire que ma boucle for ne s'exécutera pas. Mais sinon, maintenant, je peux en avoir une ou deux. Et là, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, il y a une variable x entière qui reçoit encore une fois un tirage aléatoire. Et là, je dis que mon nombre aléatoire, il doit faire largeur d'écran moins 1. En fait. Vous voyez, je fais entre parenthèses largeur d'écran moins 1. Et donc là, du coup, ce qui va se passer, c'est que je veux que mon nombre aléatoire, il aille entre 0 et 19. Donc vous allez me dire à quoi ça sert. Mais en fait, ça sert ici dans l'instruction suivante, qui s'appelle mids. Mids, ça veut tout simplement dire, c'est une instruction qui est très utile, ça sert là dans ce cas précis à insérer au milieu, mids, enfin, quelque part dans une chaîne de caractères, donc ligne, à la position x plus 1, donc pour rappel x c'est la position aléatoire que j'ai déterminée, et donc j'insère un caractère, et ce caractère là, ben voilà, il va contenir étoile. Donc là, ça veut tout simplement dire que un certain nombre de fois, entre 0 et 2 fois, je vais insérer à une position aléatoire dans ma chaîne de caractères espace une étoile. Donc du coup, sur une ligne, je pourrais avoir entre 0 et 2 étoiles au maximum qui apparaîtront sur ma ligne. Et donc là, vous voyez, en fait, je boucle ici.
Et ensuite, tout ce que je fais, c'est je prends le stylo N, je me mets sur la première ligne, et je l'affiche. Et puis je reviens. Ensuite, ce que je fais là, c'est que j'affiche 4 caractères 11. Donc là, vous voyez, on découvre l'instruction ASCII CHR $. Donc, combien de dollars, c'est encore une chaîne de caractères. Et donc, CHR, c'est la contraction de caractère. Donc, il s'agit donc d'afficher ce qu'on appelle un caractère ASCII. Donc, ASCII, c'est la norme des caractères qui existaient à l'époque. Hein. C'était bien avant le DOS, l'ANSI et l'UTF et tout ça, et l'Unicode. Avant, il y avait ce qu'on appelait l'ASCII. Et en ASCII, vous avez donc 256 caractères, mais les 32 premiers sont de toute manière inaffichables. L'ASCII, en fait, c'est une norme qui est venue non pas de l'informatique, mais de ce qu'on appelait la télématique à l'époque. Et donc, les 32 premiers caractères, ça servait à des machines à communiquer à distance. Donc, pour communiquer à distance, il y avait certes besoin d'envoyer des données, mais il y avait aussi parfois besoin d'envoyer des instructions de contrôle. Et donc, par exemple, dans les instructions de contrôle, il y avait les instructions pour dire retourne à la ligne. Et il y avait les instructions saute une ligne. Donc, et tout ça, c'était des caractères qui étaient réservés entre 0 et 31. Il y a, par exemple, si je fais print. Alors, attendez, on va faire un petit. Je sors. Si je fais un print CHR $7, vous avez entendu? Ça a fait bip. En fait, le caractère 7, c'est justement une commande qui s'appelle tout simplement bip. Ça servait à envoyer une commande à la machine distante pour lui dire vas-y, fais bip pour signaler que tu as terminé, par exemple, ou qu'il y a une erreur. Et donc le caractère 11, en fait, il a une fonction, il sert à faire basculer le texte comme ça vers le bas. Donc du coup, je vous avais dit qu'on allait faire un scroll, et en fait, c'est justement ça qu'on fait. Ensuite, du coup, une fois que j'ai affiché ma ligne et que j'ai dit, hop, fais-la descendre d'un cran. Alors, me demandez pas pourquoi il faut le taper 4 fois. C'est un des soucis avec ces histoires de caractères de commande. C'est pas toujours. C'est quand même un peu de la bidouille, donc c'est pas toujours très très fiable comme système. Moi, personnellement, j'aime pas trop bricoler ce genre de choses. Mais bon, du coup, j'ai trouvé ça, ça a fonctionné. Voilà. Donc du coup, ensuite, j'appelle une instruction qui est propre au CPC 6128 que vous ne trouverez pas sur le CPC 464 qui s'appelle frame. Donc frame, c'est quelque chose qui permet d'améliorer la netteté du scrolling pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le problème de balayage. Alors bon, sur un émulateur, c'est pas forcément hyper important, mais ça sert quand même. Et si vous voulez, si vous avez un CPC 464, il y a un truc que vous pouvez faire à la place de frame, vous mettez call alpha BD 19. Voilà. Et avec ça, vous avez l'équivalent de frame. Voilà. Ça fait un peu moins basique, mais bon, en tout cas, ça marche. Et donc, ensuite, ce qui reste dans mon programme, c'est locate xrocket, 25. Donc xrocket, vous vous souvenez, c'est la variable qu'on avait fait pour calculer le milieu de l'écran. Et là, 25, ça veut dire que je vais l'afficher en bas de l'écran. J'utilise le stylo 3. Donc vous vous souvenez, par défaut, c'était du rouge. Donc, là, j'avais fait des petites modifs. J'espère que je ne me suis pas trompé sur mes modifs. Bon, on verra. Et là, après, j'affiche le caractère ASCII 239. Et si je fais CHR
239. Vous voyez, c'est une petite fusée. Donc, en mode 2, c'est pas terrible. Mais vous verrez, en mode 0, elle apparaîtra plus grosse. Et ensuite, c'est là que on apprend comment on va faire bouger cette fusée. Donc, en basique, je vais arrêter d'afficher la palette déjà. En basique, on avait déjà vu ensemble qu'on pouvait tester l'appui d'une touche avec la fonction InCase. Donc moi, ce que je faisais souvent, c'était des while InCase égale rien, ou end pour tester l'appui d'une touche. Et si vous faisiez if InCase égale A, par exemple, dès que vous aviez appuyé A, votre fonction InCase vous renvoyez vrai. Mais ça, c'est bien si votre touche renvoie à quelque chose, renvoie à une chaîne de caractères. Mais par contre, si par exemple vous vouliez déplacer euh, votre fusée avec les flèches, les flèches, quand vous tapez, elles, ne, elles ne renvoient rien. Donc, du coup, avec InCase, la fonction InCase, avec un dollar à la fin, vous ne pouvez pas utiliser les flèches. Bon, vous me direz, on aurait pu utiliser O et P, par exemple. Mais bon, pour moi, il était plus intéressant d'utiliser la fonction InCase, entre parenthèses, un chiffre, euh, pour tester véritablement une touche. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, avec la touche InKey 1, là, par exemple, avec InKey 1, j'ai pu tester, attendez, avec le bon écran, c'est mieux. Si je fais list 60, en testant if InKey 1 égale 0, j'ai vérifié si la flèche de droite était enfoncée. Et donc là, on ne l'avait pas vu encore, mais bon, peut-être que vous connaissiez déjà. Avec l'opérateur AND, je suis capable de tester une autre expression logique pour dire, si j'ai appuyé sur la touche, flèche à droite, et que ma variable xRocket est inférieure à la largeur écran, alors j'augmente la coordonnée de xRocket. Donc je fais xRocket égale xRocket plus 1. Si jamais j'avais atteint la largeur de l'écran, dans ce cas-là, ça me renverra faux et je n'augmenterai pas la largeur de l'écran et ma fusée restera bloquée sur le bord de l'écran. Alors vous allez me dire, où c'est que je sais que InKey 1 c'est la flèche de droite? Ça je vais vous le dire en vous montrant cela. Donc ça c'est encore une image extraite du manuel de l'Amstrad CPC 6028 dont je vous ai partagé le lien. Donc, vous voyez les numéros de toutes les touches que l'on utilise, et donc vous pouvez voir que la touche 8 c'est la flèche de gauche et la touche 1 c'est la flèche de droite. 0 pour le haut, 2 pour le bas, 47 pour l'espace si on voulait s'en servir. Voilà. C'est aussi, il y a aussi un autre endroit où vous pouvez le trouver si vous avez un CPC 6128 d'époque en bon état, c'était écrit sur le lecteur de disquette aussi. Voilà. Donc là, comme ça, vous pouvez tester n'importe quelle touche. Donc après, 0, ça sert à vérifier qu'elle est enfoncée. Vous avez d'autres valeurs possibles que 0 pour vérifier si par exemple elle n'est justement pas enfoncée. Vous pouvez tester avec égal -1. Bon, ça peut paraître bizarre, mais parfois vous avez besoin de faire un test plus intelligent qui détecte que ça a été appuyé une fois, puis relâché. Donc là, dans ce cas-là, vous allez tester que c'est d'abord égal à 0, puis faire une sorte de boucle d'attente et vérifier que vous l'avez enfin relâché. Bon, franchement, j'ai rarement vu ça en basique, mais vous pouvez le faire. Et puis sinon, vous avez aussi la possibilité avec d'autres valeurs de tester que CTRL et SHIFT sont utilisés en même temps que votre touche. Bon, là aussi, c'est pas quelque chose que j'ai souvent vu. Voilà. Donc maintenant qu'on a expliqué comment fonctionne le programme, on va le lancer.
Et voilà. Donc vous voyez, on a bien des lignes qui contiennent que 2 étoiles au maximum. Et la souris, la fusée réagit au, au fait d'appuyer sur les touches. Donc du coup, on a, on a vraiment le brouillon de notre premier jeu avec une animation, un scroll. On pourra même vous dire que c'est un scroll hard, hein, attention, hein, c'est le défilement du texte comme ça, c'est quelque chose qui est câblé en dur dans le CPC, donc on peut clairement dire que c'est un scroll hard. Waouh! Bon, après, je ne cache pas que l'intérêt de ce jeu est proche de zéro. Il n'y a pas de score, hein, après tout, donc voilà, c'est quand même pas le top. Donc maintenant, j'efface ça. On va revoir ensemble, hop, le code. Et donc, un des trucs qu'on pourrait reprocher à ce jeu, c'est que franchement, ça rame. Et en fait, sur un jeu, sur Amstrad CPC, souvent ce qu'on constate, c'est que les jeux, ils occupent pas forcément tout l'écran. Souvent, la surface de jeu, en fait, elle est réduite. Et ben là, sur ce jeu en basique, on peut aussi réduire la surface de jeu en disant, bah tiens, la largeur d'écran, au lieu de la mettre sur 20, on va la mettre sur 10 caractères, carrément. Bon, là, c'est un petit peu extrême, mais vous allez voir. Ah bah là, de suite, ça va beaucoup plus vite. Il y a du challenge. Bon, on peut toujours... vous voyez, si on se prend des astéroïdes, c'est pas grave, vu qu'on ne teste pas la collision. Voilà. Après, on va voir la prochaine fois des choses plus intéressantes. On va essayer de voir comment détecter cette collision. Et surtout, on va aussi voir ensemble comment on peut faire pour qu'il y ait ce scroll là comme ça. Euh, je n'avais jamais vu Mids utilisé comme ça. Et oui, en fait, Mids a 2 fonctions. En fait, Mids peut servir à extraire les données d'une chaîne, mais elle peut aussi servir, cette même fonction, à modifier le contenu d'une chaîne. C'est vraiment une fonction très puissante, Mids. En fait, les fonctions de chaîne du basique Amstrad sont relativement puissantes pour l'époque, en fait. Maintenant, forcément, avec les langages modernes, on a des possibilités bien plus puissantes, mais il y avait quand même des choses pas mal. Notamment, quand on regarde la doc de l'instruction print, bon, on découvre qu'il y a plein de choses différentes, hein. Ne serait-ce que quand on fait print using, on voit qu'il y a plein de choses différentes possibles. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. Après, moi, je n'ai pas forcément envie qu'on s'étende énormément sur les possibilités du mode texte en Amstrad, parce que bon, ça reste du mode texte, hein, c'est quand même pas folichon. Mais là, ce que j'ai envie qu'on voit quand même encore en mode texte, c'est ce qu'on appelle la fonction window, qui permet de délimiter ce qu'on appelle une fenêtre en mode texte. Et donc, du coup, on va faire en sorte que le scroll soit limité à une fenêtre. Vous allez voir, ça va nous permettre d'accélérer encore plus les choses. Et on va pouvoir avoir une couleur de fond différente pour le fond étoilé et pour la zone qu'on mettra peut-être à droite, ou au contraire, on pourra même la mettre sur les 2 côtés différentes avec des couleurs différentes. Voilà. Et on va aussi découvrir les fonctions qui nous permettront de détecter les collisions, histoire d'avoir déjà un game over, et peut-être pourquoi pas un score, par exemple, pour faire en sorte qu'on ait un petit challenge. On pourrait aussi voir des fonctions qui permettent d'exécuter quelque chose à intervalles réguliers. Dans mon jeu qui était présenté hier, dont JB Daron présentait hier la solution intégrale.
un moment du jeu, sans trop tout spoiler, il y a un petit message, il dit dans sa grande générosité, le programmeur vous offre l'oxygène infini parce qu'il a eu la flemme de coder un chronomètre. Ben là, vous allez voir ensemble, on va voir ensemble comment on code un chronomètre et comment on code un appel régulier à une fonction via l'instruction every. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Et donc, je vais vous dire à la semaine prochaine. Je n'ai pas encore décidé quand. Peut-être de nouveau dimanche. Ou peut-être notre créneau. Je tâcherai de fixer ça. Et en tout cas, merci sur Lorenzo de m'avoir averti que mon stream était encore annoncé comme un stream de test. Voilà. Euh, et je tâcherai de corriger ça pour la prochaine fois. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et une bonne fin de week-end. Allez, à bientôt.